Bonsoir. Nous consacrons ce soir l'émission à un immense artiste trop tôt disparu puisque mort en déportation, mais dont l'importance jusqu'ici n'a pas été véritablement reconnue. Et il y a au musée de Montmartre, vient de commencer une exposition consacrée à cet immense artiste, découvreur du langage de l'abstraction, qui s'appelait Otto Freundlich. Et nous avons le plaisir de recevoir, pour nous en parler, la directrice des conservations Saskia Holmes, qui est conservateur du musée de Montmartre depuis 5 ans. Le musée de Montmartre, qui, dans ce lieu magique, qui a abrité tant d'artistes de l'école de Paris. Et Saskia veille maintenant sur la mémoire et l'importance de Montmartre dans la création artistique. Bonsoir Saskia. Bonjour. Merci d'être venue dans les studios de Radio Judaïque FM pour évoquer d'une part, ça sera ma première question, l'histoire et l'importance du musée sur lequel vous veillez en tant que conservatrice chargée des conservations du musée, et de votre politique avec déjà, puisque le musée a commencé à fonctionner à nouveau. Il existait déjà, il a été repris par une société qui s'occupe de monuments historiques importants, dont la grotte de Lascaux. Et donc là, il s'agit de faire revivre la mémoire et l'importance de ce lieu. Alors, racontez-nous d'une part votre parcours, d'autre part, donnez-nous les grands axes que vous avez déjà défendus et que vous allez défendre pour ce musée. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Je suis très, très heureuse d'être avec vous pour parler du musée de Montmartre et aussi de l'exposition Otto Freundlich qui vient de commencer au musée. Alors, le musée de Montmartre, tout d'abord, c'est un musée magnifique avec des jardins époustouflants. Il faut venir les découvrir. C'est un lieu très, très, très beau, très charmant et encore un peu méconnu, malheureusement, à Paris, pour certains. Donc le musée c'est a été... un véritable village dans lequel vous vous trouvez. Je rappelle l'adresse, c'est 12 rue Cortot. Tout à fait. En haut de la butte. Oui, juste à côté du Sacré-Cœur. Alors, il s'avère que le musée a été repris en gestion par la Société Kléber-Roussillon, qui a beaucoup de sites en France, comme le château de Castelnau, les jardins Marquessac, la grotte Chauvet, la grotte Cosquer. Donc, c'est un musée magnifique parce qu'il abrite aussi de très belles collections, notamment des artistes qui ont travaillé à Montmartre de la période 1870 jusqu'à 1920. Et dans nos expositions, pour les expositions, on a quand même aussi une politique de montrer les artistes qui ont fait de Montmartre sa réputation. C'est-à-dire que les artistes qui ont travaillé au bateau lavoir, entre autres, notamment on a fait une grande exposition dédiée à Van Dongen et le bateau lavoir, qui a été très bien réussi, qui est bien reçu surtout par le public et par la presse. Mais on a aussi organisé une exposition sur Valadon, Utreil, dont on peut toujours visiter l'atelier. Dont on peut toujours visiter l'atelier, la reconstruction de l'atelier, parce que c'était quand même des locataires fameux de notre lieu. On a fait aussi une exposition sur le cinéma au Montmartre. Et donc récemment, on a fait une très belle exposition sur Georges Durignac, qui était aussi un peintre méconnu, mais qui a vécu aussi dès ses débuts à Montmartre. Et donc aujourd'hui, on montre cette magnifique exposition sur Otto Freundlich, qui est un artiste phare, je peux le dire, sur l'abstraction, parce il a quand même créé en 1911 la première composition abstraite dans l'histoire de l'art.
Il était au Bateau Lavoir en 1908 avec Picasso. Picasso était son voisin d'atelier. Ils se sont rencontrés très vite et ils sont tout de suite devenus des amis. D'ailleurs, il y a une influence entre les deux artistes, notamment pour les sculptures. D'ailleurs, vous attachez bien à montrer. Je trouve que l'exposition est exemplaire parce que avec le peu d'œuvres qui ont, enfin, je vous raconterai le devenir de l'œuvre d'Otto Freundlich, le peu d'œuvres qui restent de sa première période, vous montrez d'emblée l'évolution du travail d'Otto Freundlich depuis la figuration, l'influence de Picasso jusqu'à la découverte de son langage abstrait qui lui est propre. Oui, tout à fait. La première salle est très importante parce que on montre vraiment que dès son arrivée à Montmartre, Freundlich, au départ, il crée encore une œuvre qui est entre la figuration et l'abstraction, donc avec des compositions avec 3 figures, par exemple, ou L'homme devant la fontaine, où on voit encore la figuration, mais où on voit notamment comment l'artiste va vers une abstraction, et on le voit parfaitement dans l'œuvre, la composition de 1911, qui nous a été prêtée par le Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui prend en fait l'idée, la base de cette composition d'un dessin qui s'appelle Groupe, où on voit 7 figures qui s'entraident, des êtres humains qui aident à se relever, et qui montrent totalement aussi la philosophie et le programme moral et politique de Freundlich dans cette grande composition, parce que les figures, l'aide entre eux, est complètement traduite dans des formes parallèles, mais complètement par les couleurs qui sont si importantes dans l'œuvre de Freundlich. Et vous avez bien dit qu'il y a eu Freundlich était au moment au Bateau Lavoir quand Picasso peint La Demoiselle d'Avignon. Lui-même, il va pas du tout, même s'il partage certaines sources d'inspiration avec les cubistes comme Cézanne ou même la couleur de chez Van Gogh, il va pas du tout adhérer au mouvement cubiste, au il tente vers une abstraction. Et la composition de 1911 est une réponse à la grande œuvre de Picasso qui peint La Demoiselle d'Avignon. Et oui, parce que Otto Freundlich, je vous le montrais, était non seulement un novateur, un pionnier, mais un artiste profondément engagé. Il y a une véritable philosophie manifeste, engagement social qui se dégage de son œuvre. Tout à fait, c'est un artiste qui a un message profondément humaniste. Lui-même, il parle d'une expérience cosmique. Pour lui, l'universalisme est très important. Notamment, il dit que l'être humain est dans la nature, c'est inné, c'est logique, c'est naturel. Mais quand une personne, un spectateur est devant un tableau, il se passe quelque chose. Donc le tableau doit interpeller le spectateur, créer une réaction, une interaction aussi, pour qu'il y ait une véritable contemplation de l'œuvre. Et c'est ça notamment avec les couleurs. Il veut faire oublier l'individualité. Pour lui, l'abstraction, c'est une vraie spiritualité, parce que pour lui, c'est le cosmos et l'univers qui doit s'offrir par l'art aux autres. Et là, il est profondément novateur. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le pionnier vraiment de l'art moderne et contemporain? On pense au rôle de la couleur. Plus près de lui, Sonia Delaunay, mais plus tard, quelqu'un comme Rothko. C'est ce qui se dégage d'un tableau. Oui, notamment, c'est très important pour lui, cette synesthésie par la couleur et par la forme, cette harmonie des couleurs et notamment cette expression qui tente vers le spectateur, qui
qu'il doit vraiment le toucher en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment sa vision humaniste et sociale qui est très important pour lui. D'ailleurs, en 1925, il adhère au groupement des artistes révolutionnaires et il crée aussi des œuvres profondément politiques, comme Mon ciel est rouge, par exemple, où le rouge fait référence au communisme et le noir vers l'anarchie, ou son œuvre Hommage au peuple de couleur, qui crée en 1935, la gouache, qui a été, grâce à Picasso, peut être achetée par un appel de souscription qui a été beaucoup signé par tous les artistes importants comme Arp, les Delaunay, Glaise, Braque, Kandinsky et Max Ernst, et qui montre vraiment une vision complètement humaniste contre la xénophobie fasciste qui règne notamment en Allemagne. D'ailleurs, nous allons revenir sur son destin tragique, puisque c'est une de ses sculptures, notamment, qui a fait la couverture c'était le symbole même de l'art dégénéré, non sans quelques déformations que vous montrez d'ailleurs très très bien dans l'exposition. Alors, nous allons marquer, avant de revenir sur son parcours bref, enfin relativement bref, mais tellement important et tellement riche, nous allons marquer une première pause que vous avez choisie. Alors, je vous laisse la présenter avec Herwart Walden. Alors, Herwart Walden était une figure très importante pour Freundlich. Il le rencontre très tôt, en 1904, à Berlin et à Munich. En fait, c'était un compositeur, musicien, mais aussi, il va devenir en 1910 l'éditeur de la revue Der Sturm. Et 3 ans plus tard, en 1913, il ouvre la galerie qui montre des artistes de l'avant-garde allemand. Et il s'avère que tout de suite, il y a une vraie amitié entre Walden et Freundlich, et il va participer à sa revue, aux soirées que Walden organise. Notamment, il y avait une soirée autour de Nietzsche qui a été évoquée dans leurs écrits, et il va beaucoup l'écrire. D'ailleurs, il écrit quand il arrive au bateau Lavoir et quand il parle de son expérience avec les artistes. Et j'ai choisi ce morceau parce que, comme c'était une figure très importante pour lui et pour l'histoire de l'art également, je voulais vous le partager. Dann kam die Nacht mit deinem Traum im stillen Sterne brennen und der Tag zog lächelt an mir vorbei und die wilden Rosen atmeten kaum. Nun sehn ich mich nach Traumesmann, nach deinem Leben offenbaren, möchte an deinem Munde brennen eine Traumzeit von 1000 Jahren, möchte an deinem Munde brennen eine Traumzeit von 1000 Jahren. Saskia Holmes, je rappelle que nous évoquons la figure si importante d'Otto Freundlich, et vous avez, à travers cette illustration musicale, montré l'importance des liens et des amitiés et des échanges qui unissaient à cette époque, appelée la grande époque de l'école de Paris, les artistes, les écrivains, et vous avez évoqué l'amitié, je crois, qui
qui a duré jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il a essayé de le défendre, d'empêcher sa déportation avec Picasso, mais aussi avec les écrivains comme Max Jacob, dont vous montrez dont vous montrez la correspondance avec Otto Freundlich, malheureusement qui a eu une communauté de destin avec lui. Donc je vous laisse développer ce point qui me paraît fondamental et que vous montrez excellemment dans l'exposition. Oui, Freundlich était un artiste extrêmement bien entouré par des amis artistes. Dès qu'il arrive à Paris, au Bateau Lavoir, il rencontre Picasso, qui devient son ami, une amitié qui dure pendant toute sa vie. D'ailleurs, c'est grâce à Picasso, on vient de vous raconter qu'il y a eu cet appel à la souscription pour l'appel en faveur de Freundlich, qu'ils ont pu acquérir l'œuvre Hommage au peuple de couleur au Jeu de Paume à l'époque, qui est actuellement au Centre Pompidou. Et Picasso reste toujours un ami très, très important pour Freundlich, parce que, par exemple, on montre aussi la lettre quand Freundlich notamment, il se cache à Saint-Paul de Fenouillet, parce que il faut savoir qu'il a été d'abord interné dans des camps de rassemblement parce qu'il était allemand, et ensuite, parce qu'il était juif, il a dû se cacher dans un petit village dans les Pyrénées orientales, et c'est là où il écrit à Picasso en lui demandant de l'aide, notamment pour son atelier, parce que il a plus des moyens pour payer son atelier. Il y a toutes ses œuvres, donc ils s'inquiètent pour ses œuvres et pour leur avenir. Et il demande à Picasso de prendre en charge ça. Et il le fait, bien évidemment. Et même plus tard, quand Jeanne n'a pas de nouvelles quand Freundlich est parti, Jeanne Klaus, qui était sa compagne, et qui a donné le fonds au musée qui devait être rassemblé au musée de Pontoise, qui défend en dehors de Paris la mémoire d'Otto Freundlich. Tout à fait, parce que la plupart des œuvres que nous montrons dans notre exposition viennent de cette donation Freundlich, qui était la donation de l'association de Freundlich, qui a été fondée par Jeanne. Et puis après sa mort, beaucoup de personnalités autour dans l'association ont œuvré pour que cette œuvre soit gardée dans un musée qui montre la totalité de la donation. Et c'est le musée de Pontoise qui a reçu cette donation en 68. Et donc, on a parlé de Picasso, mais donc Jeanne aussi, quand elle n'a pas de nouvelles de Freundlich, elle écrit beaucoup à Picasso et qui la conforte et qui reste très proche. Et ensuite, on a parlé de Max Jacob. Max Jacob était aussi très proche de Freundlich, et ils se connaissaient depuis le Bateau Lavoir. Et il s'avère que Freundlich l'avait écrit, et lui aussi, on expose la lettre où il parle de leur amitié qui date de 30 ans et plus encore de force, et où il dit qu'il fera bien sûr tout pour l'aider. Bien sûr que lui-même aussi a un destin assez tragique. Après, Freundlich était quand même un artiste qui était très lié à beaucoup d'artistes, notamment dès le départ de sa carrière, si vous voulez, parce que à la fois en Allemagne et à Paris, parce que il a fondé la première exposition, il a participé à la première exposition dadaïste avec Max Ernst et Bargeld, et il faisait partie des November Group en 1918. Il était très proche de Walden, avec Der Sturm. Après, à Paris, il était très lié avec tous les artistes du Bateau Lavoir, les Delaunay, Braque, Picasso, Jacob. Et il a aussi, et ça c'est quand même extraordinaire, il a aussi conseillé et incité à peindre Gaston Chessac. Et même quand il était interné dans des camps de rassemblement et quand il savait pas s'il pouvait sortir et qu'il se doutait que sa fin sera difficile,
s'approchait, et il a quand même eu l'espoir, et il écrit une très très belle lettre à Gaston Chassac pour l'encourager dans sa peinture et dans sa vie. Et on l'a présenté dans l'exposition. Et ça montre vraiment la force d'un homme comme Freundlich, qui avait quand même, qui était doué d'un altruisme et d'une bonté extraordinaire. On le voit aussi dans les lettres qu'il écrit à sa compagne Jeanne, où il est toujours très positif. Et lui, il a toujours cru à un meilleur monde et avec un grand avenir pour l'humanité. Et on le sent aussi dans ses dernières œuvres, qui sont très colorées, très puissantes, très spirituelles aussi, qu'on a voulu montrer à la fin de l'exposition. On voulait pas du tout terminer sur l'art dégénéré, parce que, comme vous savez, sa sculpture Grande Tête de 1912 a été montrée sur la couverture de l'exposition de l'art dégénéré en 1937 à Munich, et sur l'affiche. Et ils ont changé le titre, qu'ils ont nommé Le Nouvel Homme, et ils ont aussi falsifié la sculpture. Ils ont fait un nouveau plâtre pour encore plus se moquer de lui. D'ailleurs, on le montre dans l'exposition, dans des documents de l'art dégénéré qu'on présente, où on voit que c'est vraiment pas l'œuvre de Freundlich. Donc, on voulait pas du tout. On a fait toute une salle sur cette section, parce que c'est très important. On montre aussi toute la liste que l'artiste a établie en 41 quand il se cache à Saint-Paul-Fenillet. Il établit une liste de ses œuvres disparues, parce que c'était très important. Il s'inquiétait pour son avenir, pour l'avenir de son art. Parce que son œuvre, comme on le disait au début de l'émission, a été détruite par les nazis, y compris les œuvres qui se trouvaient déjà dans les musées allemands. Tout à fait. Il y a 14 œuvres qui ont été saisies et détruites. Donc, Freundlich l'a appris, et il a établi cette liste qui montre les petits croquis des œuvres, la technique, la date et le lieu où il a conçu ces œuvres. Donc, on n'a pas voulu terminer l'exposition sur sa fin, mais on voulait montrer les œuvres la plus puissante, la plus belle, à la fin de ses dernières œuvres, et où on voit notamment cet énorme espoir dans l'humanité et dans l'art que montre l'artiste. Alors, nous allons marquer une seconde pause avant d'aborder le catalogue qui fera trace, je crois, pour montrer l'importance d'Otto Freundlich, puisque c'est la première grande exposition parisienne. Je crois que la dernière avait lieu en 69, était plus confidentielle. Et à l'Institut Goethe. Et là, cette exposition s'attache à montrer l'importance de l'artiste, son côté novateur, le côté immense, tout ce qu'il a apporté à l'art moderne, et aussi son lien avec toutes les avant-gardes auxquelles il a participé, comme vous l'avez très bien évoqué. Alors, marquons vous avez choisi donc un second morceau d'Edvard Walden. Oui, donc je voulais encore vous faire écouter ce magnifique morceau de Walden, qui, on l'a expliqué, je crois, était un grand compositeur, musicien, mais surtout aussi directeur et galériste, et qui lui-même aussi a eu un destin assez tragique, parce que il est allé à un moment de sa vie, il s'est installé en Russie, parce qu'il sentait aussi qu'en Allemagne, avec le montée du nazisme, ça devenait dangereux, et il a continué à toujours défendre l'art de l'avant-garde, l'art moderne, et c'est pour ces raisons-là qu'il a été aussi déporté dans un camp et tué.
Saskia Holmes, donc on a largement développé l'importance du dialogue, de la solidarité entre les artistes, les créateurs, les écrivains. Mais revenons à l'actualité. Cette solidarité, en montrant l'œuvre d'Otto Freundlich, se poursuit avec une collaboration étroite entre plusieurs musées, puisque l'accent est de nouveau mis sur l'importance de cette période qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'art, qui est celle de l'École de Paris, où des artistes du monde entier, cette communauté cosmopolite, se réunissaient et de leurs échanges, de leurs dialogues est né l'art moderne. Alors, précisément, cette collaboration a lieu avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme qui, en même temps, va commencer une exposition consacrée à l'École de Paris, dans laquelle l'œuvre d'Otto Freundlich sera présente grâce à votre prêt. Oui, tout à fait. Ce qui est très important pour l'exposition Paris pour école, il était très important que Freundlich soit présent. Donc, nous avons proposé de prêter une très belle œuvre qui forme une paire avec un autre pastel dans notre exposition, notamment la composition de 1919 et la composition de 1920-1925, est prêtée au musée d'histoire du judaïsme et on a créé ce partenariat. Et c'était très important pour que les visiteurs puissent découvrir l'exposition de Freundlich. Les visiteurs de l'exposition Paris pour école ont par ailleurs un tarif préférentiel, un tarif réduit pour notre exposition et vice-versa. Et il y a aussi des parcours croisés qui sont organisés pour des visites guidées les samedis, mais il faut prendre une réservation par email auparavant. Et c'est-à-dire, vous pouvez donner l'adresse à laquelle s'adresser pour les réservations? Oui, je pense que c'est une adresse mail hommage. Il faut que je vérifie, oui. Mais toute cette information-là, d'accord, vous trouvez sur le site du MAGE et le site du musée de Montmartre. Qui est www.musedemontmartre.fr. Et il y a un autre partenariat qui est très important pour nous. D'ailleurs, il y a aussi un grand colloque qui est organisé dans le cadre de l'exposition Hommage, et Denise Verneret va parler de Otto Freundlich lors de ce colloque, et nous aussi on l'invite. Il y a tout un cycle de conférences qu'on organise au musée de Montmartre, et Denise Verneret sera aussi invitée chez nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le musée, on fait aussi un partenariat avec le mémorial de la Shoah, parce qu'il faut savoir que Otto Freundlich figure sur le mur des noms, et il y a les professeurs de l'Académie de Paris viennent visiter l'exposition Otto Freundlich, et il y a eu toute une après-midi d'études au mémorial de la Shoah autour de Freundlich, ses écrits et son art, et aussi son destin tragique, avec des intervenants comme Marie-Bénédicte Vincent, qui a aussi écrit pour notre catalogue, et Daniel Kuhn. Eh bien, espérons que cela va contribuer à une véritable reconnaissance de l'importance de l'œuvre d'Otto Freundlich, qui sera étayée par la publication du catalogue, qui est une édition bilingue d'ailleurs, éditée chez Azan, et à laquelle, bien sûr, vous avez contribué pour parler des premiers séjours parisiens d'avant la Première Guerre mondiale et son invention de l'art abstrait. Bien sûr, ont participé à ce catalogue Christophe Duvivier, qui défend depuis des années l'œuvre d'Otto Freundlich. Et il y a toute une partie historique que vous évoquiez, avec la contribution de Marie-Bénédicte Vincent. Et ce catalogue se termine par l'importance et l'universalisme qui est de l'œuvre d'Otto Freundlich, avec la contribution de Mario
Choueiri, qui est, je crois, à l'origine du projet. Tout à fait, c'est Mario Choueiri qui a soufflé l'idée à la directrice et qui est bien sûr une idée formidable de faire cette exposition dédiée à Otto Freundlich et tout de suite Fanny Delépino qui est la directrice du musée et moi-même on était très enthousiastes de pouvoir créer cette exposition. Il y a aussi Fabrice Ergotte qui a écrit, le directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a écrit un très beau texte sur la composition de 1911 et oui, il y a des très importants du musée d'art moderne de la ville de Paris. Tout à fait. Et il y a aussi un très beau texte de Stéphanie Molin sur l'amitié historique entre Picasso et Freundlich. Et on a voulu aussi créer un partenariat, je vous ai pas encore parlé, avec le Sacré-Cœur, où on présente notamment 2 vitraux de Freundlich. Parce que c'est très intéressant pour comprendre l'œuvre de Freundlich, c'est qu'en 1914, il a fait un séjour à la cathédrale de Chartres pour la restauration des vitraux. Et cette expérience l'a marqué à jamais. Et d'ailleurs, il écrit au peintre portugais Amadeu Sousa de Cardoso. La décomposition est beaucoup plus mystérieuse que la composition, et c'est vraiment la base pour sa création artistique pour la suite, parce que c'est grâce à cette expérience à Chartres, qui était une vraie révélation pour lui, il est arrivé à cette abstraction avec des couleurs très vives qui témoignent pour lui aussi d'une spiritualité extraordinaire. Alors, on va terminer sur cette notion de spiritualité qui est vraiment essentielle dans l'œuvre de Freundlich. Et les vitraux, on a l'occasion de les voir dès l'entrée de l'exposition. Et avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, les temps forts qui sont programmés pour cette exposition qui se tient, rappelez-le nous, jusqu'au 6 septembre au musée de Montmartre. Avant de donner la place à une autre exposition consacrée à Dufy. Notamment le Paris de Dufy. Le Paris de Dufy. Alors, quels sont les temps forts avant que nous nous quittions pour l'exposition Freundlich. Alors, on a aussi un cycle de conférences qui est organisé dans le cadre de notre exposition. Notamment, on crée une conférence le 21 avril avec Christophe Duvivier et moi-même sur l'invention de l'abstraction dans l'œuvre de Freundlich. Et il y a une autre conférence avec Denis Ferneret le 5 mai et ensuite le 9 juin avec Mario Choueiri et Marie-Bénédicte Vincent. Merci beaucoup. On aimerait vous entendre encore, mais j'invite nos auditeurs à aller voir ce lieu magique chargé d'histoire qui est le musée de Montmartre et découvrir surtout l'œuvre de ce peintre fondamental de l'art moderne qui était Otto Freundlich. Merci donc Saskia Holmes. Merci David Fantao pour la réalisation technique de cette émission. Et quant à moi, vous vouliez ajouter quelque chose ? Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que vous venez voir l'exposition Freundlich. Merci. Et donc, je vous retrouve moi-même dans 15 jours. Bonsoir. C'était De l'art et de la vie, une émission de Francine Shapiro proposée par la Galerie Saphir et ses 2 espaces d'exposition à Paris, au 69 rue du Temple dans le 3e arrondissement et à Dinard, au 38 rue du Maréchal Leclerc. Pour en savoir plus, appelez au 01 42 72 61 19 ou au 06 19 72 73 89 ou enfin écrivez à contact@galeriesaphir.com ou sur le site galeriesaphir.com.